semaines pour les webinaires French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le média pour les Français francophones aux USA depuis plus de 15 ans et on est aussi présent au Canada, en Angleterre. Aujourd'hui, on a deux experts, François Burneau, notaire associé chez GMH Notaire en France, et Richard Ortoli, associé fondateur du cabinet d'avocats Ortoli Rosenstadt LLP à New York. Vous êtes plus de 440 personnes. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Donc, vous en faites pas. On va essayer de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des emails avec des questions précises. Je crois que pas mal d'entre vous, pratiquement tous, ont eu la chance d'avoir des réponses. Mais sachez que la 95% des réponses devraient être dans la présentation que vous allez écouter maintenant. Donc, on a à peu près une quarantaine de minutes de présentation qui devrait répondre au maximum de questions. Mais si jamais il vous manque des infos, n'hésitez pas tout de suite à mettre en questions-réponses sur Zoom. On est aussi en live sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Donc, mettez en commentaire et puis je verrai vos questions et puis je les poserai à nos experts. Pour les plus téméraires, à la fin, on peut aussi lever la main pour poser la question en live. Votre webcam ne s'affiche pas, vous en faites pas, on entendra juste votre voix. Allez, c'est parti. On va tout de suite écouter Richard Ortoli, basé à New York, qui va commencer cette présentation. Bonjour Richard. Oui, bonjour Romain, bonjour François, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens, effectivement, la fiscalité des successions et donations, avec bien évidemment l'accent sur cette fiscalité entre la France et les États-Unis. Alors, je vais partager mon écran. Où suis-je? Voilà. Voilà. Un instant. Et me voici. Vous me voyez tous? Parfait. Voilà, super. Donc voilà une petite présentation de ce que je suis. Je suis avocat au barreau de New York et de Californie, conseiller des Français d'étrangers, conseiller à l'Assemblée des Français d'étrangers également. Un petit rôle politique. Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Donc voilà, la première question, qu'est-ce qu'une succession américaine? Alors, une succession américaine a trois possibilités, trois options. C'est la succession d'un défunt citoyen des États-Unis, quel que soit son domicile fiscal, même s'il a une autre nationalité. Comme vous le savez peut-être, les États-Unis pratiquent l'imposition mondiale, que ce soit sur le revenu ou sur les successions d'un citoyen américain. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de renoncer à sa citoyenneté américaine. La deuxième possibilité, la deuxième option, c'est la succession d'un défunt non citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié aux États-Unis. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est. La troisième option, c'est la partie de la succession d'un défunt non citoyen des États-Unis et non fiscalement domicilié aux États-Unis, en partie représenté par certains types d'avoirs aux États-Unis. Qui est taxé? Donc, c'est la succession américaine qui est taxée, non pas les héritiers ou les légataires. Le taux des droits de succession, ce qu'on appelle estate taxes, ne tient pas compte du lien de parenté avec les héritiers et ou les légataires, est uniquement en fonction du montant de la succession après déduction de l'abattement, ce qu'on appelle en anglais « the exemption amount ». Juste à titre de comparaison, mais François Burneau vous expliquera ça plus en détail, en France, ce sont les héritiers et ou les légataires d'une succession qui sont taxés et non pas la succession elle-même, et le taux des droits de succession dépend du lien de parenté ou pas entre le défunt et les héritiers et ou les légataires, ce qui n'est pas le principe du tout dans la taxation des successions américaines. Qu'est-ce qui empêche la double taxation des successions entre la France et les États-Unis? Il y a une convention sur les droits de succession et donation entre la France et les États-Unis du 24 novembre 1978, modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004. La convention établit un mécanisme pour éviter la double imposition, la double taxation des successions. Quel est le montant de l'exonération des droits de succession aux États-Unis?
Comme je vous ai expliqué, il y a ce qu'on appelle l'exemption amount. Et la bonne nouvelle est que pas toutes les successions sont taxées aux États-Unis, seulement celles dont la valeur de la masse successorale dépasse le montant de l'exclusion amount, comme je vous ai expliqué, l'exonération des droits de succession fédéraux. Il y a une exonération totale entre époux si tous les deux sont citoyens des États-Unis. Si l'époux survivant n'est pas citoyen des États-Unis, l'exonération est plafonnée au montant de l'exclusion amount. Dans ce cas-là, il faut prévoir d'autres options comme l'établissement d'un Q-Dot Trust, Qualified Domestic Trust, un mécanisme qui permet de pouvoir profiter de l'exonération intégrale des droits au fur et à mesure. Quel est le montant de l'exonération des droits de succession aux États-Unis? Le montant de l'exclusion amount est actuellement très généreux. Pour les Français qui ne connaissent pas ce système, vous allez sans doute vous évanouir de jalousie, mais pour 2022, il est de 12 060 000 $ par personne, ce qui signifie 24 120 000 pour un couple marié. Et encore une fois, entre époux, il y a une exonération totale. Pour les années suivantes, l'exclusion amount sera majorée du taux d'inflation, mais la législation en vigueur, la Tax Cuts and Jobs Act de 2017, prévoit qu'en 2025, l'exonération reviendra à 5 millions de $, majorée du taux d'inflation. Je pense que ça se situera autour de 6 millions de $, ça veut dire donc 6 millions par personne, 12 millions environ pour un couple, ce qui est déjà pas mal par rapport à la France. Nous verrons à ce moment-là si le montant de l'exemption amount sera modifié ou pas. Ce sera fonction de qui contrôlera, bien évidemment, le Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire dans la Chambre et le Sénat. Si ce sont les républicains, il y a des chances que cette exonération très généreuse soit renouvelée. Notez, pour les citoyens et les résidents non américains d'un pays qui n'a pas de convention sur les successions avec les États-Unis, l'exclusion amount ne s'applique pas. Il y a une exemption dont le montant est seulement de 60 000 $, ce qui équivaut à une économie de seulement 13 000 $ en termes de droits de succession. Donc, si vous êtes originaire d'un pays ou résident d'un pays qui n'a pas de convention sur les successions et les donations avec la France, il faut prévoir d'autres mesures pour éviter d'être taxé si vous avez des biens aux États-Unis. Quels sont les taux des droits de succession? Quel que soit le montant de l'exemption amount, toute somme en plus, toute somme qui dépasse ce montant de l'exemption amount sera taxable à des taux qui vont de 18% jusqu'à 40% au-dessus d'1 million de $. Disons, pour les petites successions, autour de 35%, au-delà d'1 million de $, 40%. Les facteurs qui définissent le traitement fiscal d'une succession américaine. Donc, premier cas de figure, le défunt est citoyen des États-Unis, même avec une autre nationalité, ou non citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié aux États-Unis et a tout son patrimoine aux États-Unis. Donc, pour le défunt citoyen des États-Unis, l'intégralité de la succession mondiale est taxée aux États-Unis. Je reviendrai sur les compensations en cas de taxation dans un autre pays. Pour le défunt non citoyen des États-Unis, l'article 4 de la Convention entre la France et les États-Unis prévoit que la question de s'il était fiscalement domicilié aux États-Unis est déterminée conformément à la législation de cet État. S'il est fiscalement résident aux États-Unis, l'intégralité de la succession mondiale est taxée aux États-Unis, avec bien évidemment un crédit si jamais il y a une taxation de la succession, des droits de succession ailleurs. Donc, la détermination du domicile aux fins des droits de succession et donation américains est différente de celle de la résidence fiscale aux États-Unis. La résidence fiscale aux États-Unis, je vous le rappelle, intervient au bout de essentiellement 6 mois de présence aux États-Unis. On n'a même pas besoin d'avoir un visa de résidence permanente. On est imposé quand même aux États-Unis au bout de 183 jours. Donc, le nombre de facteurs, une personne est considérée comme étant domiciliée aux États-Unis aux fins des droits de succession, de donation, s'il vit aux États-Unis et n'a pas l'intention actuelle de partir en application du test des faits et circonstances. Donc, pour déterminer si un défunt était domicilié aux États-Unis, les facteurs suivants sont pris en compte. Déclaration d'intention, demande de visa, déclaration fiscale, testament, durée de résidence,
statut de carte verte, style de vie aux États-Unis, train de vie aux États-Unis à l'étranger, les liens avec l'ancien pays, le pays de citoyenneté, la localisation des intérêts commerciaux, la localisation des affiliations, clubs, églises, inscription électorale, permis de conduire, etc. Donc, l'intégralité, donc le défunt est citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié en France. Ça, c'est le deuxième cas de figure. L'intégralité de la succession est taxée aux États-Unis, mais si la succession a déjà été taxée en France, intégralement ou en partie, en application de la convention entre la France et les États-Unis, le montant des droits de succession payés en France servira de crédit aux États-Unis pour éviter la double imposition de la succession. À titre d'information, vous avez plus de chances, si vous êtes résident en France, de payer les droits de succession en raison de l'abattement assez faible comparé à l'abattement, l'exemption amount, l'exonération aux États-Unis, comme je vous ai dit, qui est actuellement cette année de 12 060 000 $. Je parle sous le contrôle de Maître Burneau, mais je pense que l'abattement, même entre enfants, par exemple, le défunt et ses enfants, est autour de 100 000 €. Donc, il y a une grosse différence, ce qui m'amène toujours à demander à ceux qui veulent rentrer en France s'ils veulent vraiment être fiscalement domiciliés en France. Le troisième cas de figure, le défunt est non citoyen des États-Unis, fiscalement domicilié en France, mais a des avoirs aux États-Unis. Alors donc, les avoirs, ce qu'on appelle US Situs Property, sont taxés aux États-Unis. Ces avoirs sont ceux qui sont situés aux États-Unis et incluent les biens immobiliers situés aux États-Unis, et je dirais en plus les biens immobiliers en nom propre ou en LLC dont l'actionnaire est un particulier. Donc si les biens immobiliers sont au nom d'une société non américaine ou au travers d'une LLC ou directement, ces avoirs ne rentrent pas dans la succession américaine, rentrent dans la succession française. Les biens meubles corporels, ce qu'on appelle en anglais tangible personal property, c'est-à-dire les espèces, les bons du trésor américain, les voitures, les meubles, les bijoux, les œuvres d'art, etc. Les actions émises par une société américaine. Beaucoup de gens ignorent ce facteur, qui est un facteur très important. Vous pouvez très bien être fiscalement résident en France et avoir des actions d'une société américaine privée ou cotée en bourse. Ces actions vont être taxées à votre décès si elles sont en nom propre ou au nom d'une société américaine dont l'actionnaire est français. Sous réserve de certaines exceptions, tout type de créance dont le débiteur principal est une personne américaine ou les États-Unis, c'est-à-dire le pays, un État ou une subdivision politique des États-Unis. Donc, faites attention à cela. Donc, pour les avoirs des US Situs Property, l'article 12.3 de la Convention élimine l'exemption générale de 60 000 $ et la remplace par une formule qui tient compte du montant de la succession aux États-Unis par rapport à la succession dans le monde entier. Vous êtes français avec un bien immobilier aux États-Unis. Disons que l'immobilier représente 10% de votre masse successorale globale. Vous bénéficierez de 10% de l'exemption amount. Je vous donne un cas. Vous avez 10 millions d'immobilier aux États-Unis. Vous avez une masse successorale de 50 millions de $. Vous avez donc droit à 20% de l'exemption amount aux États-Unis. 20% de l'exemption amount aux États-Unis actuellement est environ de 2,5 millions de $. Donc si le montant de votre parc immobilier aux États-Unis est de 10 millions de $, vous allez payer sur les 7 millions et quelques, 7 millions et demi, à hauteur de 40%. Bon, vous aurez un crédit d'impôt de taxation en France, bien évidemment, mais n'oubliez pas, c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures pour ne pas avoir des biens en nom propre dans la mesure où vous pouvez l'éviter. Notez bien, si le défunt est non citoyen des États-Unis, fiscalement domicilié en France, mais a des avoirs aux États-Unis, que le montant donc de l'abattement est seulement de 60 000 $, ce qui équivaut à 13 000 $ en termes de droits de succession, mais néanmoins la Convention prévoit cette formule dont je viens de vous parler, et ceci s'applique peut-être uniquement à ceux qui sont non citoyens français et non citoyens américains, mais qui sont résidents en France. Donc, les state estate taxes, plusieurs États imposent
aussi leur propre estate ou inheritance taxes, qui sont en plus de l'estate tax fédérale. L'exonération n'est pas toujours la même que l'exonération fédérale. Par exemple, dans l'État de New York, l'exonération pour 2022 est de 6 110 000 $. Et si le montant de la masse successorale à New York dépasse le montant de l'exonération, la succession entière est taxée. Ça s'appelle the cliff, donc la falaise. Une fois que vous dépassez d'$, le montant, vous êtes imposé sur l'intégralité de la succession. Pardon, si vous dépassez de 5%. Donc, il faut faire très attention à ne pas tenir, encore une fois, de biens immobiliers dans l'État de New York à votre décès. Bon, il faut le prévoir avant, bien évidemment. Cette taxe est déductible des droits de succession fédéraux, mais néanmoins, ça peut être une charge assez lourde. Je discute maintenant je présente également la fiscalité de donation aux États-Unis. Les principes fondamentaux, c'est que aux États-Unis, le donateur, par rapport au donataire, c'est celui qui reçoit le récipiendaire de la donation. Le donateur qui est citoyen des États-Unis ou résident fiscal des États-Unis est taxé, non pas le donataire. Le montant de l'exonération des droits de succession aux États-Unis, c'est le même dans le premier cas de figure que pour les droits de succession. Le montant de toute donation faite du vivant du donateur est donc déduit de l'exclusion amount disponible pour la succession. Je vous donne un exemple. Vous avez une exemption amount cette année de 12 060 000 $. Vous mourrez cette année, de votre vivant, vous avez fait des donations à hauteur de 6 millions de $. Il vous reste 4 060 000 $ qui sont l'abattement, l'exclusion amount de vos droits de succession. N'oubliez pas que vous avez quand même, en tant que résident des États-Unis, 16 000 par donateur, c'est-à-dire donc 32 000 pour un couple marié par an, qui est non taxable. Et toute donation faite au-delà de ce montant est déduite du montant de l'exclusion amount de 12 060 000 pour cette année. Encore une fois, une exonération intégrale pour les donations entre époux, sauf si l'époux donataire n'est pas de nationalité américaine, auquel cas le montant de l'exonération est de 164 000 $ par an. Et tout montant au-delà de ce montant est déduit de l'exclusion amount. Donc en fait, c'est un peu plus généreux pour les étrangers, enfin pour les récipiendaires étrangers, que pour les récipiendaires américains qui ont 16 000 cette année par rapport à 164 000, et en plus, bien évidemment, l'exclusion amount. Les taux des droits de donation, quel que soit le montant de l'exemption amount, comme pour les droits de succession, toute donation, en plus du montant de l'exclusion amount, sera taxable à des taux qui vont de 18 000 jusqu'à 40 000 au-delà d'1 million de $. Donc, encore une fois, sont taxables aux États-Unis les donations des biens suivants situés aux États-Unis, biens immobiliers, biens meubles corporels, tangible personal property, comme on l'a dit, biens immatériels, actions et obligations de sociétés américaines, par contre, ne sont pas soumis aux droits de donation aux États-Unis. Donc, si vous avez un bien même dans une société dont vous êtes l'actionnaire, vous pouvez faire une donation sans payer de droits de donation aux États-Unis. Également, les non-résidents fiscaux non citoyens des États-Unis peuvent également donner jusqu'à 16 000 $ par an sans déclencher une taxe américaine sur les donations. Les non-résidents fiscaux non citoyens des États-Unis ne peuvent pas bénéficier de l'exemption amount des droits de donation et sont limités à 60 000 $ à vie. Ceci s'applique également aux Français, donc faites attention. Obligation des donataires aux États-Unis de donation de l'étranger. Le donataire citoyen américain non citoyen, mais résident aux États-Unis, récipiendaire de donations faites par des personnes physiques non citoyennes des États-Unis qui résident à l'étranger, dont le montant dans l'année dépasse 100 000 $ ou plus, ou le donataire de donations faites par une entité à l'étranger est de 16 388 ou plus, doit soumettre à l'IRS, lors du dépôt de sa déclaration à l'impôt pour l'année en question, le formulaire IRS 3520. Il n'y a pas de droit de donation à payer sur la distribution de la donation, mais la pénalité en cas de non-dépôt peut être d'un maximum de 25% du montant de la donation. Faites attention, vous recevez un héritage, une donation,
vous devez déclarer l'avoir reçu, même si vous n'avez pas de droit à payer. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation, pour avoir écouté cette présentation sur la fiscalité des successions et donations du point de vue américain. Je passe bien évidemment la parole à Maître François Bureau qui va parler de la partie française. François, du coup, alors, je vais couper le partage d'écran de Richard et puis tu pourras faire ton partage d'écran. Exactement. Voilà. Voilà, Vous avez vu, il y avait l'email de Richard qui était affiché. Pour ceux qui ont des questions plus personnelles, n'hésitez pas. Et puis, je remettrai l'email de Richard dans le chat pour ceux qui n'ont pas réussi à l'attraper quand il était affiché. Ok, parfait. C'est bon, vous voyez mon écran? À toi. On voit bien ton écran, on est tout. Merci Richard pour cette présentation très complète, donc côté américain. Et alors, moi, je vais enchaîner sur les mêmes problématiques, mais avec une approche plus française. Mais avant d'arriver en fait au point fiscal qui nous occupe aujourd'hui, alors je vais juste essayer de faire. Voilà, hop. Je voulais vous faire part en fait d'une actualité qui concerne probablement les personnes qui nous écoutent et qui est une actualité qui n'est pas fiscale mais qui est civile. Alors on a eu l'occasion lors de webinaires précédents d'évoquer un règlement européen qui est entré en vigueur en France en 2015 et qui permet notamment à des personnes américaines de choisir la loi de l'État dans lequel elles résident comme applicable au règlement de leur succession. Et par ce biais, en fait, de contourner la réserve héréditaire des enfants en France, ou en tout cas diminuer les droits des enfants et de ne pas avoir la contrainte de la réserve. Depuis le 1er novembre dernier, il y a un texte qui est entré en application et qu'on appelle un droit de prélèvement compensatoire qui a été inséré à l'article 913 du Code civil français. Et ce nouveau droit de prélèvement compensatoire donc permet aux enfants qui auraient été déshérités par une loi étrangère, notamment une loi d'un État américain, de récupérer l'équivalent de ce qu'ils ont perdu sur les biens de la succession, mais situés en France exclusivement. Et les personnes concernées sont des personnes qui ont un lien avec l'Union européenne. Donc soit un enfant qui aurait une résidence dans un des pays de l'Union européenne ou une nationalité d'un de ces pays. Voilà, donc ceux qui auraient par exemple pris les dispositions testamentaires pour demander l'application d'une loi d'un État américain, peut-être qu'ils gardent ça un peu à l'esprit parce que le projet qui a été peut-être envisagé avant novembre, aujourd'hui devra peut-être être revu compte tenu de ce nouveau texte. Donc j'en viens, après cette petite actualité, au thème qui nous occupe aujourd'hui, et donc qui est un thème vraiment de fiscalité, et particulièrement la convention fiscale franco-américaine, et celle qui concerne les successions et les donations, parce qu'on en a une autre qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune, c'est pas l'objet de mon intervention. Le but de cette convention, d'ailleurs de toutes les conventions fiscales, en général, c'est d'éviter la double imposition. Richard l'a dit, donc c'est d'éviter que pour une même succession, une même donation, vous acquittiez à la fois une taxe aux États-Unis et une taxe en France. Cette convention permet d'éviter cette double imposition. Alors, cette convention, elle met en place des critères qui ne sont pas les mêmes du point de vue américain et du point de vue français. Le critère de rattachement à cette convention pour la France, c'est le domicile fiscal de la personne décédée ou du donateur. Les États-Unis ont un critère double, c'est à la fois le domicile et ou la citoyenneté américaine. Il suffit que le donateur ou la personne décédée soit domicilié ou citoyen américain pour qu'il puisse entrer dans le champ d'application de la convention. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de choix possible pour la loi fiscale à sa succession. Vous ne pouvez pas décider dans un testament que vous souhaitez que votre succession soit régie par les règles fiscales américaines ou les règles de l'État dans lequel vous résidez, en lieu et place des règles fiscales françaises. Ça n'est pas possible. Vous allez voir qu'il y a des règles qui sont posées par cette convention et auxquelles vous ne pouvez pas déroger. Le seul choix possible que vous avez aujourd'hui, c'est de pouvoir décider de la loi applicable au règlement de votre succession, au règlement civil, c'est-à-dire déterminer qui sont vos héritiers et dans quelle proportion. Et vous ne pouvez opter que pour la loi dont vous avez la nationalité. Donc quand vous avez plusieurs nationalités, vous avez donc plusieurs choix possibles.
Le domicile fiscal est posé en France à l'article 4B du Code général des impôts. Il suffit qu'un des 3 critères qui s'affichent sur votre écran soit rempli pour que la France vous considère comme un domicilié fiscal en France. Donc les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle ou celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Un des critères est rempli, vous êtes résident fiscal français. Alors, il peut se trouver des situations qui sont plus fréquentes qu'on imagine, où chaque État, États-Unis, France, revendique une personne comme son résident, puisque dans le droit interne de chaque pays, eh bien, vous répondez aux critères de la résidence fiscale. Et donc, la Convention fiscale franco-américaine, dans son article 4, résout cette situation de façon à déterminer in fine quel est le pays de résidence. Donc avec des critères hiérarchiques, on va d'abord chercher à savoir quel est votre foyer d'habitation permanent, à défaut l'État avec lequel la personne entretient les liens les plus étroits, etc., pour permettre de déterminer votre résidence fiscale, en tout cas le pays dans lequel vous êtes résident. Dans cette convention, on apprend que les biens immobiliers sont toujours taxés dans l'État où ils sont situés. C'est une règle simple. Vous avez un appartement à Paris, il sera forcément taxé suivant les règles fiscales françaises. Si ce bien est détenu au travers d'une société civile immobilière ou une société, une LLC aux États-Unis par exemple, eh bien la Convention indique que si la société est constituée à plus de 50% de biens immobiliers, on va considérer que fiscalement c'est un immeuble et donc le paravent de la société en fait n'a pas d'incidence sur les règles fiscales. À l'article 7, on apprend que les biens mobiliers, autres que le numéraire, sont taxés par l'État où ils sont situés, comme les biens immobiliers. En revanche, à l'article 8, les actions, les parts de société, les créances et le numéraire ne sont imposables par un État que si le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté américaine ou était domicilié dans l'un des 2 États. Je vous rappelle que le critère de la citoyenneté est un critère exclusivement américain. La France n'a pas ce critère. Donc l'article 8, quand il parle de citoyenneté, c'est forcément pour les Américains, ça ne s'applique pas aux Français. D'ailleurs, ça a été l'objet d'une réponse ministérielle qui est devenue très célèbre, la réponse Valex, qui justement portait sur ce point précis et qui a rappelé que le critère de citoyenneté à l'article 8 de la Convention ne concerne que les Américains, en aucun cas les Français. Alors, ces règles qui peuvent paraître un peu complexes, ou en tout cas d'un abord pas très faciles, vous allez peut-être mieux les appréhender avec des cas pratiques. Alors prenons par exemple la situation d'Elisabeth Durand, qui est franco-américaine et qui est domiciliée à New York. Elle y est donc domiciliée depuis 30 ans et elle souhaite consentir une donation de 500 000 $ à ses 2 enfants qui, eux, résident en France. Alors comment on applique la convention américaine, enfin la convention fiscale franco-américaine? Donc on voit qu'il va y avoir un transfert de valeur de 500 000 $ des États-Unis vers la France. Hop, voilà. Et alors là, dans cette situation, eh bien, comme notre donatrice, celle qui donne, est résidente aux États-Unis, eh bien, la fiscalité s'applique que du côté américain. Peu importe que les enfants soient résidents français, ils ne sont pas passibles de droits de donation en France. En fait, l'opération elle-même n'est pas taxable en France, elle est taxable uniquement aux États-Unis. Et si vous avez bien écouté Richard Ortoli il y a quelques minutes, compte tenu des exonérations très importantes qui existent aux États-Unis, cette donatrice résidente dans l'État de New York franco-américaine ne sera pas redevable de taxes aux États-Unis sur ce transfert de valeur. Donc les fonds arrivent en France, mais ne seront pas taxables en France. Il n'y a même pas une question d'abattement, d'exonération, c'est que l'opération n'est pas taxable par la France. En revanche, c'est pas mal de la déclarer, néanmoins, pour les résidents français, les enfants qui résident en France, mais en revanche de faire application de notre convention franco-américaine pour expliquer que cette opération n'est pas taxable en France et donc n'est pas éligible à l'impôt. Si on fait un pas de côté avec Elisabeth Durand, imaginons maintenant que elle décède, elle a toujours ses 2 enfants en France qui viennent recueillir des biens mobiliers et immobiliers situés dans les 2 pays, donc côté américain et côté français. Si on schématise, on a donc somme d'argent, actions, des immeubles dans chacun des pays.
Donc la Convention nous apprend que les biens immobiliers sont forcément taxés dans le pays où ils sont situés. En revanche, les fonds, ce qui n'est pas immobilier, donc qui est taxé du point de vue français là où la personne est domiciliée, donc aux États-Unis en l'occurrence, et pour le critère américain, c'est la même chose. Donc là, on a la particularité où des avoirs bancaires qui seraient situés en France bien, ne seront pas taxés de la même manière en France puisque notre défunte était domiciliée aux États-Unis. Je vous ai résumé ça avec des petits billets de banque. Donc, en fait, la France ne pourra taxer que l'immeuble qui est situé en France, puisque en vertu de la Convention, c'est le seul actif qu'elle peut taxer. Alors, après, on va entrer dans les modalités de calcul de l'impôt. Puisque l'article 12 de la Convention nous indique que chaque État conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition, mais d'après un taux moyen qui prend en compte l'ensemble des biens mondiaux. Alors, comment ça fonctionne? On va le voir avec John Sanders, qui est américain et qui est domicilié à New York. Il est décédé le 15 décembre 2020, donc à New York où il était domicilié, et il laisse des biens immobiliers aux États-Unis, mais aussi en France. Il a un fils unique, Greg, mais qui réside, lui, donc à Nice, en France. Si on schématise un tout petit peu la répartition de ces biens lors de sa succession, donc on a des biens immobiliers dans les deux pays, États-Unis et France. On sait que chaque bien immobilier est taxé dans le pays où il est situé. Donc le bien américain sera taxé aux États-Unis, le bien en France taxé en France. J'ai pris pour le bien américain une valeur d'1 million d'euros ou $1 million, et pour l'appartement parisien, c'est un petit studio, il est évalué à 100 000 euros. On a donc un actif mondial immobilier qui représente 1 100 000 euros. Vous avez retenu que la France ne peut taxer que le studio parisien, elle n'a pas accès à l'appartement de Manhattan parce que elle ne peut pas taxer un bien immobilier qui est situé aux États-Unis. En revanche, les services fiscaux français, en application de la Convention, se disent si l'ensemble de ce patrimoine immobilier avait été sur le territoire français, j'aurais perçu un impôt des droits de succession de 252 678 euros. C'est le calcul qu'on aurait fait si l'ensemble des biens avaient été en France. Et donc on en déduit que le taux moyen d'imposition, qui aurait été celui de l'unique héritier, ce taux aurait été de 23%. Eh bien, ce taux de 23%, pour ne pas être lésé par le fait que les actifs sont détenus à l'étranger, ce taux de 23%, la France va l'appliquer au studio, qui est le seul bien qu'elle peut taxer. Et donc, l'héritier unique va devoir acquitter à la France 23 000 euros de droits de succession au titre du studio qui n'en vaut que 100 000. Ça, c'est l'application du taux moyen prévu à la Convention fiscale franco-américaine. Richard Ortoli vous a aussi expliqué qu'on a un mécanisme de crédit d'impôt, donc qui fonctionne évidemment des deux côtés de l'océan. C'est l'article 12 de notre Convention. Et donc ce mécanisme permet d'imputer sur l'impôt dû dans un État un crédit d'impôt, c'est-à-dire un impôt que vous avez acquitté pour le même actif dans l'autre État. Alors pour le comprendre, on va prendre le cas de Peter Sullivan, qui est américain, qui est domicilié à Paris. Il est décédé le 1er octobre 2020 à Paris, où il était donc domicilié depuis 20 ans, et il laisse des avoirs bancaires uniquement, mais en France et aux États-Unis. Alors si on schématise, on a donc des avoirs bancaires de chaque côté de l'océan, côté américain, côté français. On sait que, en vertu de la Convention, les avoirs bancaires sont taxés, alors c'est le fameux article 8 qui parfois porte à confusion. Donc pour la France, c'est le domicile qui compte, donc c'est forcément les États-Unis, puisque notre défunt était domicilié aux États-Unis. Et pour les Américains, il y a le double critère, la nationalité et la résidence américaine. Donc là, clairement, c'est les États-Unis qui taxent les avoirs. Donc en fait, on est dans une situation où les avoirs bancaires de notre défunt sont taxés par les deux pays, la France et les États-Unis. C'est pour ça que vous avez un petit billet de chaque côté. Et donc là, on a ce mécanisme de crédit d'impôt, c'est-à-dire que on va pouvoir, côté américain, faire valoir les taxes qui auront été payées en France, de façon à les imputer sur les droits de succession. Alors évidemment, s'il y a des droits de succession exigibles aux États-Unis, eh bien, on pourra demander un remboursement de ce qui a été réglé compte tenu du montant acquitté en France. Donc côté français, il y a un formulaire qui existe, qui apparaît sur votre écran,
Et côté américain, il existe aussi un formulaire, le formulaire de l'IRS, qui est le formulaire 706, qui fonctionne donc pour le crédit d'impôt, pour la taxe payée dans un pays étranger, et qui vous permet d'obtenir un remboursement. L'article 13 explique dans quel délai vous devez demander ce remboursement. Donc c'est avant le 31 décembre qui suit la deuxième année du décès ou de la donation, ou 5 ans, sans pouvoir excéder 5 ans à partir de la date du décès ou de la donation. Et délai ultime, 1 an après la détermination définitive, si vous aviez un contentieux, et le paiement de l'impôt, sans pouvoir excéder 10 ans, donc à compter du décès ou de la donation, donc en cas de contentieux, quand on ne sait pas exactement le montant qui était dû. Alors, je n'aille pas trop vite, voilà. Alors, je vous ai mis rapidement les règles fiscales en France, alors qui pourraient peut-être changer à la faveur de la prochaine élection présidentielle. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez transmettre par donation ou succession, parce que c'est le même barème, qu'on parle de donation ou de succession, un peu comme aux États-Unis. Donc, un parent peut donner à chaque enfant 100 000 € tous les 15 ans, sans taxe. Donc, on est évidemment sur des seuils de transmission qui sont beaucoup plus faibles, en tout cas en exonération qu'aux États-Unis. Et donc, en fonction du bien de parenté, vous avez donc des exonérations qui varient. Il existe aussi un dispositif spécifique pour les donations de sommes d'argent qui vous permet de transmettre près de 32 000 € par parent et par enfant, aussi par grand-parent vers chaque petit enfant. Mais il y a des conditions. Il faut que ce soit une somme d'argent qui soit transmise, que le donataire, celui qui reçoit, soit majeur, et que celui qui donne ait moins de 80 ans. Le barème des droits de succession en France est un barème progressif, comme l'impôt sur le revenu, et donc vous avez un système de tranches. Bon, généralement, on est très souvent dans la tranche à 20%, mais on peut grimper dans les tranches, et une dernière tranche a été ajoutée il y a quelques années, à 45% pour la part de la succession ou de la donation qui excède 1 805 677 €. Vous avez aussi donc un taux d'imposition entre frères et sœurs, vous arrivez très vite dans une tranche à 45%, famille proche, mais néanmoins on est sur un taux d'imposition assez fort. Entre oncles, tantes et neveux, on est à 55% de droits, et entre personnes qui n'ont pas de lien de parenté, la France taxe à 60%. Je voulais attirer votre attention, même si c'est pas... alors on pourrait d'ailleurs peut-être un jour faire un webinaire sur l'assurance vie, mais peut-être attirer l'attention des personnes qui nous écoutent et qui pourraient avoir souscrit un contrat d'assurance vie. Dans un contexte franco-américain, c'est pas toujours très adapté, et notamment pour des contrats sur lesquels vous auriez versé des primes avant vos 70 ans. En fait, ces contrats sont pas éligibles au droit de succession, mais il y a un système de prélèvement. Et donc ce prélèvement ne rentre pas dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine dont l'objet est les droits de donation et les droits de succession. Donc ce prélèvement n'en fait pas partie. Donc ça n'est pas un impôt de succession, le crédit d'impôt ne fonctionne pas, il n'entre donc pas dans le champ d'application de la convention fiscale. Et dans certaines hypothèses, il y a même un risque de double imposition lorsque le bénéficiaire de l'assurance est un résident fiscal américain. Donc faites attention, posez-vous peut-être quelques questions si vous avez des contrats d'assurance vie, parce que parfois, dans un contexte franco-américain, c'est pas forcément judicieux de les conserver, et peut-être qu'il faut faire d'autres arbitrages pour éviter en fait une double imposition. François, avant que tu passes au prochain slide, est-ce que tu peux préciser si tu parles d'assurance vie française ou américaine? Là, je parle d'assurance vie française, puisqu'on est sur le droit de prélèvement, enfin le prélèvement qui est mis en place sur des contrats français. Merci. C'est un sujet important parce que il y aurait d'autres nuances à apporter pour les contrats d'assurance vie américains, mais je me dis que c'est un sujet qui devrait d'ailleurs intéresser, et peut-être qu'on pourrait faire une intervention spécifiquement sur le contrat d'assurance vie, mais j'ai pas le temps en fait, de développer toutes les hypothèses. Merci. Je termine sur un petit cas de donation pour vous expliquer aussi le mécanisme du rappel fiscal prévu par la France. Imaginons le cas de Patricia Allard, qui est franco-américaine et qui est domiciliée à New York. Elle réside donc à New York depuis 20 ans et elle souhaite donner son appartement qui est à Soho à ses 2 enfants qui, eux, résident à Paris.
Alors évidemment, elle peut tout à fait faire cette donation. Vous avez compris en écoutant Richard Ortoli que ce montant de donation ne serait pas imposable aux États-Unis, donc elle transmet son appartement à ses 2 enfants résidents français. Donc on a un transfert de valeur d'1 million de dollars. Et puis Patricia Allard décide, quelques années plus tard, eh bien, de rejoindre ses enfants à Paris et donc voilà, et de devenir résidente française. Eh bien, cette donation qui aura été faite, pour peu qu'elle ait été faite moins de 15 ans avant son décès, si elle décède en France, eh bien, la France va en tenir compte. Alors, bien que ce ne soit pas une donation française, mais néanmoins, elle a opéré un transfert d'une partie de son patrimoine dans les 15 années précédant son décès, et le fait de redevenir ou de devenir résidente française au moment de son décès, eh bien, la France va tenir compte de cette donation et donc va en tenir compte pour déterminer la taxe de ce qu'il reste à taxer en France notamment. Donc oui, l'obligation du rapport fiscal prévu à l'article 784 du CGI concerne également les biens situés hors de France lorsque le donateur ou le défunt est domicilié en France. Alors, comment ça marche? Je vous ai fait un petit cas très simple. Imaginons qu'au moment où elle décède, eh bien, ne reste dans sa succession que 100 000 euros, puisqu'elle a déjà transmis son appartement de Soho il y a quelques années. Donc, comment la France va raisonner pour taxer ces 100 000 euros? Eh bien, elle réintègre de manière fictive la donation qui a été faite quelques années au préalable, quelques années avant et antérieurement. Et donc chaque enfant aurait dû recevoir, si cet appartement n'avait pas été transmis, 550 000 euros au jour de son décès. Alors chaque enfant a droit à un abattement de 100 000, et donc aurait perçu un montant net de 450 000 euros, taxable, avec un taux moyen d'imposition à 16% et des droits qui auraient été perçus de 88 196 euros. Eh bien, ce taux moyen d'imposition, c'est le même mécanisme qu'on a vu tout à l'heure, va s'appliquer sur les liquidités qui restent au moment du décès. Donc l'État français est en droit de percevoir 16 000 euros de droits de succession sur les 100 000 euros qu'il reste au décès de Patricia. Voilà, pour ce petit tour rapide sur les successions et donations franco-américaines. Alors évidemment, on vous a donné beaucoup d'informations. C'est toujours difficile d'envisager tous les cas, mais on reste évidemment à votre disposition si vous aviez des questions précises. Et on essaiera avec Richard de vous répondre autant que possible. Avec plaisir. Merci à tous les deux. Vous avez fait très fort parce que je vous avais demandé qu'on arrête à 45 la présentation et vous avez réussi à finir à 42. Donc, bravo à tous les deux. On a quelques personnes qui ont levé la main. Il y a Joël qui attendait depuis un certain temps. Alors, juste pour info, si vous avez une question, essayez de la poser pour qu'on puisse répondre au maximum de personnes et essayez aussi d'être le plus clair, concis, de dire dans quel pays vous êtes pour qu'on puisse vous donner une réponse facilement. Voilà, et si vous pouvez être concis, c'est encore mieux. Alors, on va écouter Joël. Joël, je viens de vous donner la main, donc vous pouvez activer votre micro. Vous m'entendez? Oui. Bon, vous m'entendez? Oh, oui. Vous m'entendez? Ok. Oui, oui. On repassera sur Joël plus tard, on va écouter Christine. Okay. Christine, on vous entend. Ok. C'est Douglas, c'est le mari de Christine. Vous avez traité de ce cas-là dans vos exemples, mais je voulais juste vérifier. On est tous les deux citoyens aux États-Unis, on est fiscalement domiciliés aux États-Unis. Ma femme a sa sœur et son beau-frère qui sont domiciliés en France, citoyens français. Et puis, on pense avoir compris qu'on a droit à leur donner en total 64 000 $ par an, c'est-à-dire 4 fois 16 000, sans que ce soit imposable en France ni aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Alors, vas-y François.
Côté français, oui, ça vous pouvez, dans la mesure où vous êtes résident fiscaux aux États-Unis, vous pouvez transmettre tout ce que vous voulez. La France ne va pas imposer cette opération. Elle n'est pas en droit de le faire en vertu de la Convention. Alors donc, du point de vue américain, vous avez, comme je vous expliquais, pour les enfants, 16 000 $ par personne, 32 000 $ par couple aux enfants, à chaque enfant. Et au-delà de ce montant, vous avez le droit de donner jusqu'à 12 060 000 chacun, c'est-à-dire donc 24 120 000 pour un couple, sans payer de droits de donation aux États-Unis. Parfait. On va écouter René, qui a une question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis résidente aux États-Unis depuis 1981 et la nationalité depuis 99. Et j'ai également un passeport français. Je n'ai pas du tout de famille et je viens de refaire ma donation. Mon mari étant décédé, j'ai refait le trust. Donc, je fais une grosse partie de ma donation au moment de mon décès va aller au Japon et en France. La grosse majorité va à des héritiers en France, mais qui n'ont aucune parenté avec moi. Donc la majorité va aller à mon filleul. Et quels sont les droits de succession pour lui? À ce Alors, moment, ma maison, qui est au-delà de à peu près 2,5 millions en ce moment, et j'ai également des biens fiscaux. La majorité aux États-Unis, en France, j'essaie de donner régulièrement, mais j'aimerais savoir, lui, quel va être son taux d'imposition et si je peux faire des donations annuellement, disons, de mon vivant. Alors, je réponds peut-être côté français parce que la réponse va être plus simple peut-être que du côté américain. Oui. Côté français, alors en France, vous avez quoi? Il y a des biens immobiliers, il y a... Ah, ok. Désolé, c'était Bon, René. Hein. ok, mais Je bon, alors je s'il n'y a réactive pas... votre micro, René. Allez-y. Oui, il y a des biens immobiliers en France ou pas, Non, pas madame? du tout. Pas du tout. Seulement Donc, dans la mesure où vous êtes résidente américaine, si vous l'êtes toujours au moment de votre décès, l'ensemble de vos biens ne seront pas taxables en France. Même si vous avez des avoirs bancaires en France, votre filleul ne sera pas redevable d'imposition. Et pour ce qui est de la donation, vous avez compris que du point de vue français, vous pouvez lui donner, dans la mesure où vous êtes résidente américaine et au surplus citoyenne américaine, vous pouvez lui transmettre ce que vous voulez, il n'y aura pas d'imposition en France. donc, et du point de vue américain, donc vous pouvez donner 16 000 $ par an à qui vous voulez, sans entamer l'exclusion amount, donc l'exonération. Au-delà de 16 000, vous entamez l'exclusion amount, mais d'après ce que j'ai compris, vous êtes en dessous du seuil de l'exclusion amount qui, je le répète, est de 12 060 000 cette année et qui va être majoré l'année prochaine pour l'inflation. Donc, si votre masse successorale, c'est-à-dire l'ensemble de votre succession, est en dessous de 12 060 000, il n'y aura à votre décès ou avant, si vous donnez tout ce que vous avez de votre vivant, il n'y aura pas de droit à payer aux États-Unis. Vous m'avez dit que vous souhaitiez donner quelque chose à quelqu'un au Japon également? Oui, j'ai un neveu au Japon. Oui, je ne connais pas les règles de la fiscalité japonaise, mais il y a je crois qu'il y a une convention entre la France et les États-Unis et le Japon, mais il faudrait que je regarde ça. Mais en principe, il n'y aura pas de droit de donation au Japon, en principe. Hein. Je peux regarder ça si vous voulez. D'accord. Merci beaucoup. Okay. On va écouter Véronique. Il y avait quelques questions dans le chat auxquelles on peut répondre également, si tu veux. Oui, on écoute juste Véronique et après on peut passer au chat. Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Et merci, c'est vraiment super ce que vous faites. Je voulais simplement savoir si on reçoit un héritage. Nous avons reçu un héritage qui vient de Suisse. Nous, on est fiscalement, on est américain en fait. On n'a pas reçu des millions, hein. On a reçu une bonne somme. Alors, on doit le déclarer ou pas ici? Même si on ne paye pas d'impôts, est-ce qu'on doit le déclarer?
Oui, vous devez déclarer, au moment du dépôt de votre déclaration fiscale aux États-Unis, c'est-à-dire le 15 avril en principe, ou si vous avez des pensions jusqu'au 15 octobre, ce formulaire 3520. Alors, quand est-ce que vous avez reçu cette somme? Fin novembre, en fait, on était très surpris. On a reçu une somme fin novembre et là, une autre somme en janvier. Ah, Alors, alors, à tes souhaits. Donc, pour l'année 2021, vous devez, avec votre déclaration fiscale américaine, si le montant que vous avez reçu au mois de novembre dépasse 100 000 $, ou si le montant sur l'ensemble de l'année dépasse 100 000 $, ça peut venir de différentes sources. Hein. Vous pouvez avoir 50 000 de quelqu'un, 25 000 de quelqu'un d'autre, etc. Si vous avez des amis très généreux. Ben, enfin, si le montant global c'est les dépasse... parents, c'est les parents. On a reçu 100 000 $ qui venaient d'un compte. D'accord, ben écoutez, Enfin, un peu moins de 100 000 $ en fait, un peu moins. un Ça, peu moins. c'est en novembre. D'accord, donc vous n'avez rien à déclarer. Si c'est On moins n'a de... rien à déclarer, même si on reçoit de l'argent comme ça sur son compte, bizarrement, on dit rien. Non, on dit rien si le montant est de moins de 100 000 $. Mais c'est venu de vos parents directement, parce que si c'est venu au travers d'une société, le montant est beaucoup moins élevé. Non, 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 non. Il y a les 90 000 $ en novembre sont venus de comptes en banque. Mais quand on parle de vos parents, au nom de vos parents? Oui, oui, tout à fait. Oui. Et par contre, en janvier, c'est la vente de leur maison. Est-ce que c'est différent? Et c'est beaucoup plus. Non, ça ne change rien. Si le montant est supérieur à 100 000 $, oui, vous devez... Ah oui, oui, il est supérieur. Voilà, donc vous soumettez pour l'année prochaine, hein, Ah oui, d'accord. pour la déclaration 2022, vous déposez le 3520 qui déclare que vous avez reçu une somme de X. Vous n'avez rien à payer, mais si vous ne déclarez pas, là, les pénalités vont jusqu'à 25% du montant reçu. Encore une fois, il n'y a pas de taxe, mais il y a une pénalité si vous ne la déclarez pas. Richard, si tu veux bien, on va juste écouter la question de Patrick et puis après, je prendrai quelques questions dans le chat. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Je vais bien, bonjour. Bonjour. Un citoyen américain résidant en France dispose de biens aux États-Unis et il les lègue à des personnes qui ne sont pas résidentes françaises. Comment cela se passe-t-il à son décès? Est-ce que la France recapture cette partie de l'héritage pour le taxer ou est-ce que ça n'est pas le cas? Les biens transmis sont en France ou pas? Non, non, aux États-Unis. Valeur mobilière. Valeur mobilière. Portefeuille de valeur mobilière, actions, on va dire actions américaines pour faire simple, de sociétés américaines détenues dans un portefeuille chez Merrill Lynch ou wherever. Enfin, est-ce que la France recapture l'héritage, cette portion de l'héritage qui est dédiée à des personnes qui ne résident pas en France et qui ne sont pas des citoyens français, par le seul fait que ce citoyen américain réside en France? Alors déjà, le lieu de résidence des héritiers n'a pas d'impact. N'a pas d'incidence, non. La question à se poser, c'est donc vous êtes résident français, donc si vous décédez, la France en fait peut taxer donc les biens immobiliers qui sont cités, mais là c'est pas l'objet. Là on parle d'un portefeuille. N'oublie pas, François, que les actions d'une société américaine sont taxables aux États-Unis, en dépit de la convention, comme on a dit. Oui, donc oui, ce serait taxable aux États-Unis, et a priori, oui, pas en France. Ouais. Oui, donc en revanche, on tiendrait compte, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour ce qui est on tiendrait compte pour le taux moyen. S'il y a d'autres actifs dans votre succession et qui sont taxables par la France, eh bien, on tiendrait compte de l'évaluation de ce portefeuille pour déterminer le taux d'imposition sur les autres actifs. Très bien. Voilà, on parle d'un citoyen US ou français en France? Non, il est américain. Américain, il est résident français. Si c'est américain, il est de toute façon, il est taxable sur l'ensemble de sa succession. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ok. On a énormément de questions qui sont tombées. On va pas avoir le temps de répondre à toutes.
Mais j'ai vu quelques questions qui étaient d'intérêt général, notamment la question de Valérie. Quels sont les formulaires américains et français à remplir pour faire une donation des USA par citoyen US vers la France à un citoyen français? Alors, côté français, c'est toujours celui qui reçoit qui doit faire la déclaration. En fait, il faut remplir un imprimé de don manuel qu'on peut trouver sur Internet. Mais alors, en revanche, il faut très très bien le remplir et bien faire état de la convention fiscale franco-américaine avec la résidence américaine du donateur, parce que c'est ce critère-là qui va permettre de faire échapper l'opération totalement à l'imposition. Donc, il y a une obligation de déclaration, mais néanmoins, l'opération elle-même n'est pas taxable. Donc, il faut pas se tromper en remplissant le formulaire. Ouais. Enfin, côté américain, c'est le formulaire 709 pour déclarer une donation. Encore une fois, c'est le donateur qui doit déposer ce formulaire. Alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est le donateur qui doit le déposer. Ouais. Dans le mois de la réception des fonds. D'accord. On va écouter Patrice qui avait une question pour vous. Ok. Oui, bonjour. Nous sommes 4, donc avec 2 enfants. Nous avons tous la double citoyenneté. On est aux États-Unis et j'ai un bien immobilier en France. Je compte en acheter un autre et je voulais savoir, en cas de décès des parents, effectivement, quelles sont les conditions qui s'appliquent. Il y a 2 scénarios, soit les enfants restent aux États-Unis, soit ils sont en France. Alors, peu importe la situation des enfants, le fait de détenir des actifs immobiliers en France, ils seront forcément taxés par la France. Après, l'enjeu, ça va être à quel taux d'imposition. Et si vous détenez d'autres actifs dans le monde, eh bien, la France, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, va pouvoir appliquer, en vertu de la Convention, un taux moyen d'imposition qu'elle va fixer en fonction de la valeur des autres actifs qu'elle ne peut pas taxer, mais qui néanmoins vont impacter le taux d'imposition sur les immeubles situés en France. C'est peut-être un argument en faveur de ne pas détenir des biens immeubles en France en nom propre. Eh oui, c'est toujours un peu délicat. Il faut être conscient qu'en achetant des biens immobiliers en France, vous allez vers une fiscalité qui n'est pas qui est assez lourde et qui est en tout cas beaucoup plus lourde que la fiscalité américaine. Et vous pourrez pas la contourner. Il y a moyen d'y échapper si on achète le bien au nom d'une société américaine, par exemple. Il me semble, François, non? Non. Bah non, non, parce que dès lors que l'immeuble va être en France, non, on va pas pouvoir échapper à l'impôt. Alors après, on peut peut-être le différer parce que le bien est détenu par la société, mais c'est une chose peut-être à explorer en tout cas. Mais il y a le pour et le contre de cette structure. Et donc, ça tombe bien cet échange parce qu'il y a Thierry qui nous demande, est-il possible de consulter les 2 experts en parallèle? Donc, est-ce qu'on peut prendre consultation avec vous deux en même temps ou en parallèle? Comment vous travaillez ensemble? Parce que je crois que vous travaillez ensemble depuis un certain temps maintenant. C'est exact, oui, on peut très bien prévoir un Zoom ou un appel tous les deux avec la personne ou les personnes intéressées. oui, on le fait de temps en temps, effectivement. Super. On aime bien entendre les gens. On va écouter Caroline. Caroline, on vous écoute. Oui, bonjour. Dans votre exposé, vous avez beaucoup parlé des donations des États-Unis vers la France. Que se passe-t-il dans l'autre sens? C'est-à-dire, moi, je suis résidente fiscale américaine, je suis française, mais habitant en Maryland. Et mon père souhaite envisager des donations avant sa mort. Comment ça se passe pour moi? Et lui est résident en France. Alors, pour vous, je réponds du point de vue américain. Si le montant, comme j'ai dit tout à l'heure, dépasse $100 000, vous devez le déclarer. Il n'y aura pas d'effet
fiscal, il n'y aura pas d'imposition aux États-Unis, mais vous devez le déclarer en soumettant le formulaire 3520. Si les montants reçus dans l'année, alors que ce soit par voie d'héritage ou de donation ou autre dans l'année, dépassent 100 000 $. Donc, si vous avez par exemple 80 000 de votre père et 30 000 de quelqu'un d'autre, vous devez déclarer l'ensemble de ces montants. Oui. Ouais, Y côté a-t-il une français, particularité juste parce que il a voulu me transmettre des actions et ici j'ai été taxée. Donc je lui ai dit qu'il fallait explorer autre chose. Il n'y aura Mais pas je de ne sais pas taxation. comment. Non, Ah, moi j'ai été taxée à 30%. Où ça? Ici aux États-Unis par ce que j'ai reçu. Donc je voulais juste savoir s'il y avait d'autres façons de transmettre qui permettraient que moi que je bénéficie du même abattement que mes frères et sœurs en fait, résidents français. Je ne comprends pas que vous ayez payé un impôt sur une donation d'action. Ben, c'est ce qui s'est passé. C'est pas très logique. Une donation est une donation. Et donc, recevoir une donation aux États-Unis n'est pas taxable. Je comprends pas. Ben, je ne sais pas. C'est mon... Qui vous a conseillé là-dessus? Je vous ai redonné la parole, Caroline, pardon. Oui, désolé. On est passé par c'est un Français résident aux États-Unis qui s'occupe des déclarations aux États-Unis. Donc, j'avais fait explorer, demander auprès d'un avocat et pareil, ils m'ont tous dit que j'étais taxable. et c'est pas les titres que vous avez vendus, ensuite c'est la plus-value qui a été imposée? Oui, c'est la plus-value qui a été imposée. Ah bah oui. Mais c'est une société. Enfin, c'est la société qui l'a fondée, donc c'est forcément que ça a démarré de zéro. Donc c'est bizarre. Bon, c'est particulier. Tout dépend de la valeur que vous avez déclarée lorsque vous avez reçu la donation. Et si le prix de vente a dépassé cette valeur, dans ce cas-là, effectivement, il y a un impôt à payer. Mais c'est l'impôt sur le revenu, sur la plus-value. C'est pas du tout l'impôt. D'accord. Mais en France, cette même donation a été avec zéro impôt pour mes frères et sœurs, en fait. Donc, comment aurait-il dû faire pour que moi, je n'ai pas à payer d'impôt, en fait? Est-ce qu'il y a une... C'est tous les montants, quels qu'ils soient, si ce n'est pas des actions de sa société, ça marche? C'est un peu particulier, hein, sinon on peut arrêter, hein, sinon ça prend du temps. Mais... Non, c'est intéressant. Je ne comprends pas que vous ayez payé aux États-Unis une taxe sur la donation. Moi, je dirais c'est impossible. Mais par contre, vous avez dû payer un impôt sur la plus-value quand vous avez revendu les actions. Et vous les avez revendues? Non, oui, enfin, c'est lui qui les a revendues, en fait. Mais quand est-ce qu'il les a vendues? Après la donation, avant? Il les a donnés juste avant de les vendre, en fait. De les racheter, en fait. Parce qu'en France, s'il faisait une donation de ses actions, mes frères et sœurs n'étaient pas taxés. Mais si vous avez même s'il les rachetait après. Mais il vous aurait fait une donation des actions, vous n'aurez pas été taxé aux États-Unis non plus. Ça a été le cas. Enfin, c'est pas grave. Je vais regarder C'était un cas il y a 2 ans, mais donc il faut que je fasse creuser davantage ou que je vous contacte s'il veut refaire la même chose. Oui, il y a un élément qui m'échappe là. Ok, merci. J'ai mis l'email de Richard. Oui, merci. Et puis, si jamais il vous manque un contact, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez normalement mon email puisque vous avez reçu l'invitation à ce webinaire. Merci. Et je disais surtout ça à titre général parce que j'ai reçu beaucoup de questions de ce registre. Et puis surtout, pour tous ceux qui m'ont demandé si c'était enregistré, oui, c'est enregistré. Donc, vous en faites pas. Vous pourrez regarder tout ça en replay. On a un commentaire d'un confrère québécois que je connais bien, qui s'appelle Dan, qui dit « Excellente présentation, fluide et claire, merci infiniment ». Et il a une question pour nous. Il nous dit « Qu'en est-il du traitement fiscal, notamment français, des biens détenus dans des living trusts, révocables ou irrévocables ?» Ça c'est la question assez classique. Et en même temps, la réponse n'est pas évidente. Pourquoi? Parce que l'institution du trust n'est pas reconnue par le droit français. Donc, ce qu'on conseille souvent, c'est d'éviter de détenir notamment des biens immobiliers au travers d'un trust parce que ça va poser
des problèmes pratiques d'exécution en France. Et ça peut aussi exposer les personnes à une fiscalité assez redoutable parce que la France s'est organisée, a prévu des textes depuis 2011, je crois, pour taxer les trusts. Et suivant comment ils sont rédigés, qui en bénéficie, on peut se retrouver avec un niveau d'imposition très très important. Donc voilà, c'est à regarder au cas par cas et à traiter avec beaucoup de tact. Donc c'est difficile d'avoir une réponse très générale, hein. Richard, tu avais un commentaire ou... Non, non, non. C'est exactement le problème auquel on fait face très souvent des gens qui décident de s'expatrier, de rentrer en France, par exemple, qui ont formé des trusts aux États-Unis. Ça pose problème en France. Pas aux États-Unis, mais en France. Il y a quelques questions dans les chats que je suis en train de regarder. Quelqu'un qui a dit, allez-vous aborder le sujet des donations de son vivant? Je les ai abordés, en tout cas aux États-Unis. Je crois que oui. Et donc, vous pouvez regarder, si vous n'avez pas compris, le replay de notre présentation. Quelqu'un a dit, ma mère est résidente américaine à double nationalité franco-américaine, elle loue un pied-à-terre à Paris, elle a reçu une note pour payer une taxe d'habitation sur cet appartement. Doit-elle payer cela si elle est locataire et pas propriétaire, elle est résidente américaine? François, tu peux... Oui, la taxe d'habitation est due par l'occupant. C'est pas une question de propriété, c'est une question d'occupation. Donc oui, elle doit payer la taxe. Ouais. Bien, bien. Je crois que c'est essentiellement... Alors donc, les États-Unis taxent le bénéficiaire du contrat si le souscripteur assuré est résident français dans le 990. Oui. Oui, exactement. Oui, si c'est une question, je confirme. Ok. Ça, c'est l'assurance vie, oui. C'est ce fameux prélèvement qui ne ressort pas des droits de succession, mais qui est une taxe bien spécifique. Ouais. Bien, bien. On a plus d'une cinquantaine de questions, donc il y en a beaucoup. La nue propriété, c'est toujours une question qui revient à la surface, François. Oui, c'est vrai. Mais alors, peut-être côté américain, c'est-à-dire que comment on traite la question qu'on a très souvent, c'est des parents qui ont anticipé une transmission, qui ont donné la nue propriété d'un bien immobilier, notamment à leurs enfants qui sont aux États-Unis. Les parents sont les usufruitiers et très souvent on nous demande, mais alors comment je dois déclarer cette donation côté américain? Est-ce que c'est au moment de la donation ou est-ce que c'est au moment où les parents décèdent, qu'il n'y a plus d'usufruit et que l'enfant devient plein propriétaire du bien? Philippe pose la question, pensez-vous qu'il soit judicieux pour un Français fiscalement domicilié aux États-Unis d'acquérir une nationalité américaine s'il a des héritiers français qui souhaitent optimiser la fiscalité de sa succession pour eux? Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement la nationalité qui compte, c'est la résidence. Donc, si vous restez aux États-Unis, même en tant que non-citoyen, votre succession sera taxée aux États-Unis, mais pas en France. Ensuite, la question de Melvin aussi. Citoyen US et français, domicile fiscal aux US, imposition aux US de compte titre aux US, si enfant domicilié en France, mais aussi imposition française. La réponse est non, puisque la citoyen US et français domicilié fiscal aux US, il va payer les droits de succession aux US et pas en France. La question de Joël, je pense qu'on a répondu puisqu'on l'a eu tout à l'heure. Ouais. Faut-il redire hein, si tu veux. Pour confirmer, j'ai perdu Marie. Un don de France qui n'est pas imposable en France est-il imposé côté américain? Non. Quelles sont les particularités de la succession entre grands-parents et petits-enfants quand les parents sont décédés? Alors, j'imagine que ça doit être côté français, mais en fait, les petits-enfants viennent en représentation du parent prédécédé, et donc ça change rien en fait. Et aux États-Unis, ça change rien puisque il n'y a pas de différence entre les légataires ou héritiers, quel que soit leur degré de parenté. Ça, c'est la question de Nathalie. Hein. Je donne juste les prénoms pour que les gens répondent à la question. Jean-Luc dit, est-ce qu'une assurance vie whole life est taxable
par le fisc en France, au moment du décès d'un résident fiscal en France, sachant que ce résident a le passeport français et le passeport américain. François? S'il est résident fiscal français, oui, il va y avoir une imposition. Ouais. Ouais. Ok. René, je viens de On parle refaire. bien d'assurance vie américaine. Hein. C'est l'assurance vie Ouais, américaine. alors, ouais, une assurance vie américaine. Si je peux me permettre, on a un webinaire sur ce sujet la semaine prochaine qui va parler de tous ces sujets d'imposition et de déclaration d'impôts avec un comptable. Donc, n'hésitez pas à venir et à reposer la question. Alors, René dit, je viens de refaire mon living will et nommer mon filleul sans lien parental comme exécuteur. Bon, dans un living will, on n'a pas d'exécuteur. Donc, si vous parlez de votre will, c'est-à-dire votre testament, ok, il en est l'exécuteur testamentaire. Je lui donne une partie de mes biens fiscaux et ma demeure, quels sont les barèmes de succession pour lui? Je sais pas, si vous êtes résident française ou américaine, aux États-Unis, il y a rien à payer. En France, comme m'a expliqué François, il y aura, si vous êtes résidente française, il y aura des droits de succession à payer en France. Pour les slides, vous aurez tout ça en replay sur le site de frenchmorning.com, donc il n'y a pas de souci. Alors, donc, please explain why my husband had to pay taxes in France when he gave 15,000 to his nephew, French national and resident. Je comprends pas. Si votre mari est résident américain, qu'il a fait une donation de 15 000 $ à son neveu, le neveu n'a rien à payer en France. Donc, y a-t-il une imposition sur la succession d'un défunt français résident en France et à son enfant résident aux États-Unis? Oui, France. Oui. Ouais. Oui, pas aux États-Unis. Alors, ça va vite. Hein. Est-ce qu'un oncle basé en France peut faire une donation à son neveu qui est américain majeur? Oui, il peut, oui. Quel est le montant? Est-il de 15 000 ou bien de 31 000? Je sais pas. C'est pas une question française. C'est pas une question américaine plutôt, c'est une question française. Est-ce que ce neveu paiera des impôts aux US sur cette somme? La réponse est non. Le slide va être slideshow va être disponible en ligne. Dans tous ces scénarios, change-t-il si la donation à la succession concerne des neveux? Encore une fois, le lien de parenté aux États-Unis n'a aucune incidence. En France, oui. C'était la question de Daniel. Hein. Voilà, Daniel. Sylvie dit, est-il possible d'avoir accès à l'enregistrement de la présentation? Oui. Marie, dont on a répondu déjà, non? Marie. Un don d'un parent français vers un enfant résident américain dans l'État de New York est-il imposable du côté US? Non. La réponse est non. Françoise, héritage de 20 000 € d'une cousine de 4e degré résident en France, nationalité américaine? Non, vous n'avez rien à déclarer puisque c'est en dessous du seuil de 100 000. Ensuite, Jacques, français résident aux US, mais sous visa, pas sous carte verte. Est-ce que je bénéficie de l'exemption de 12 millions? Oui. La réponse est oui. C'est pas vrai que vous ne bénéficiez pas de l'exemption amount si vous n'avez pas de carte verte. Ensuite, Gérard, français résident en France, une SCI sous ce qui est en France permet-elle un bien immobilier sur soi au droit de succession et au droit de succession américain? Oui, mais pas en France. Donc, vous achetez un bien immobilier en LLC avec comme actionnaire de la LLC une SCI, ça va faire partie de votre succession française. Christiane Chicone, bonjour Christiane. Pardon, que je connais bien. Appartement à Paris, comment transmettre aux enfants américains résidant aux États-Unis sans trop d'impôts? Ça, c'est une question française. Il n'y a pas de miracle. Hein. Le bien est en France. Le fait que les donataires soient résidents américains, ça va pas permettre de contourner le barème fiscal français. Donc, ce qui est classique, c'est de faire une opération de démembrement, c'est-à-dire que la donatrice conserve l'usufruit de l'appartement, elle donne la nue propriété, je crois à ses neveux, si j'ai bien suivi, mais qui néanmoins seront taxés à un taux de 55% sur la nue propriété transmise. Anonyme, le Living Trust américain permet-il d'échapper aux droits de succession sur l'immobilier américain et français? La réponse est non.
En tout cas, pour la France, comme m'a expliqué François, ça complique énormément les choses d'avoir un living trust qui détient des biens immobiliers en France. Aux États-Unis, c'est simplement que le montant est gelé au moment de la donation. Donc, si vous donnez vous contribuez un bien immobilier à un trust et que vous décédez 50 ans plus tard, et si la valeur du bien était de $100 000 et de 5 millions à votre décès, c'est toujours que $100 000 qui sont imposables, taxables. Anonymous, 16 000 à une seule ou 16 000 à plusieurs personnes. C'est 16 000 par personne. 32 000 par un couple. Dois-je déclarer héritage reçu en nue propriété? On en a parlé, il me semble. Richard, malheureusement, on a un hard stop. Normalement, on essaie de se donner 60 minutes. On a bien déjà dépassé. Je sais que François est aussi basé en France, donc on va essayer de lui laisser sa soirée. Pour tous les gens qui me l'ont demandé, j'ai remis l'email de Richard et de François dans le chat. Donc, vous avez juste à le copier-coller. Si jamais il y a un problème, vous avez tous mon mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je forwarderai vos messages. Je peux vous redonner aussi les emails des intervenants. Tout ça, c'est enregistré. C'est disponible sur frenchmorning.com tout de suite. Si vous allez sur Facebook, vous retrouvez, si vous likez French Morning sur Facebook, vous verrez tout de suite le replay. Si vous allez sur LinkedIn, la même chose. Si vous allez sur YouTube, pareil. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder le replay. S'il y a des besoins complémentaires, ils sont bien entendu là pour faire des consultations si besoin. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour ça aussi. Merci à tous les deux. C'est un exercice à chaque fois intense et vous avez très bien rempli le job aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, pour ceux qui cherchent un job, vendredi, on a un salon de l'emploi avec des employeurs qui recrutent. Donc, c'est à midi côte Est, 9h du matin côte Ouest des États-Unis. Mardi, on a le webinaire sur les obligations fiscales avec un comptable. Donc, n'hésitez pas à venir et aussi à poser les questions auxquelles vous n'avez peut-être pas eu les réponses aujourd'hui. Et puis, on va tout de suite vous libérer et puis vous dire à bientôt puisque, en général, vous revenez nous voir tous les semestres. Donc, on refera un point dans quelques mois pour voir s'il y a des nouveautés et puis répondre peut-être à d'autres questions. Merci encore à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Au revoir. Au revoir et merci. Merci Romain. Au revoir. Bonne soirée.